Bonjour à tous, je suis Kylian Lalgoire, je suis interne de médecine générale à Montpellier-Nîmes et donc je vais vous présenter ces travaux de cette revue de la littérature sur la compréhension et la gestion du patient médical chronique au stade précoce à modéré. Alors, pas de lien d'intérêt. Alors déjà, on va commencer par définir ce qu'est la maladie rénale chronique. C'est l'existence par sa chronicité de plus de 3 mois d'une atteinte rénale, avec une insuffisance rénale avec un DFGE, donc débit de filtration glomérulaire estimé inférieur à 60, et ou une anomalie rénale morphologique ou histologique cliniquement significative, et ou une anomalie de la composition du sang ou de l'urine secondaire à une atteinte rénale. La maladie rénale chronique, c'est un enjeu de santé publique dans les années à venir et déjà aujourd'hui, puisque ça concerne 10% de la population française, 14% aux États-Unis et au niveau mondial, on est à 9,1%. Elle multiplie à elle seule par 8 à 10 la mortalité cardiovasculaire, et puis ça sera la 5e cause de décès mondial d'ici 2040. Donc c'est un projet qui a été construit en multidisciplinarité avec des médecins généralistes, néphrologues, internes et patients experts pour essayer de comprendre la gestion et le parcours de soins des patients atteints de maladie rénale chronique avec cette revue systématique de la littérature. Puisque c'est une revue, on a utilisé la méthode PRISMA pour construire la revue et puis analyser les articles. Nos critères d'inclusion, c'était des études qui venaient de pays à haut revenu, avec des patients qui venaient de l'ambulatoire, qui étaient en ambulatoire, suivis en ambulatoire, âgés depuis 18 ans, et qui avaient un stade du coup léger à modéré, donc un stade de stadification de la MRC entre 1A et 3A, entre 2022 et 1er avril 1er janvier 2002 et puis 1er avril 2022. Et puis on a exclu les revues méta-analyses et méta-synthèses, études de cas, éditos et ouvrages, puisqu'on avait déjà inclus dans notre revue les articles Princeps. Donc ce recueil de données, il s'est fait sur plusieurs bases de données, avec des équations de recherche qui ont permis d'extraire des articles. On les a évalués par l'outil JBI avec 2 évaluateurs et on a exclu les articles qui étaient de faible qualité, donc qui étaient inférieurs à 5 sur 10 de JBI, donc de qualité qu'on a jugée moins bonne que les autres. Nos principaux résultats, donc on a au départ identifié 842 sources qui nous ont permis par un premier élagage d'en retenir 73 inclus. Et par un travail parallèle de recherche manuelle sur les sources qu'on retrouvait dans les premiers articles qu'on avait étudiés, on a pu rajouter 17 articles qui étaient intéressants à évaluer parallèlement, ce qui fait qu'au final, à la fin, on avait 90 articles inclus. Alors, ce qu'on peut voir sur les années de publication, c'est que on s'est basé au départ sur 2002 au départ. On a regardé une période de 2002 à 2022, mais finalement, les premières études apparaissent en 2008 et on a un boom d'études à partir du moment où il y a eu les recommandations KDIGO qui ont été publiées, les recommandations internationales, et donc on a ces 3 années 2012, 2013, 2014 qui sont partiellement productives. Sur la répartition géographique des études, principalement Amérique et Europe, avec les Big Five, on va dire, États-Unis, Royaume-Uni, Pays-Bas, Canada et Australie, qui sont les pays pourvoyeurs d'études pour notre revue. On a pu, dans cette étude aussi, faire un petit travail descriptif des participants à ces différentes études sur les médecins généralistes, les patients, les néphrologues, les pharmaciens, les internes qui ont pu participer à toutes ces études qu'on a inclus. Donc nos résultats, on a identifié 2 grandes thématiques, l'identification et la gestion du patient, et puis des initiatives d'optimisation du parcours patient pour essayer d'améliorer le parcours patient. Sur l'identification et la gestion du patient, on a constaté une gestion qui est sous-optimale par les professionnels de soins primaires parce qu'il y a un manque de connaissance de la maladie rénale chronique qui freine du coup l'identification des patients qui sont MRC. Une gestion des patients et du parcours patient qui n'est pas conforme aux recommandations et on se pose justement la question de l'applicabilité des différentes recommandations qui nous sont aujourd'hui proposées. Et puis des freins qui ont été évoqués par les professionnels qui sont la minimisation et puis les doutes entre est-ce que c'est une maladie rénale chronique, est-ce que c'est lié finalement au vieillissement naturel du patient, ou est-ce que c'est une vraie maladie. Et puis un parcours de soins qui est difficile à mettre en œuvre, un adressage qui est difficile entre les soins primaires et puis le néphrologue, une cogestion du parcours patient qui est insuffisante, et puis une incompréhension des rôles de chacun.
on ne sait pas bien ce que le médecin généraliste doit faire au quotidien et puis ce que le néphrologue doit et peut nous apporter au quotidien. Alors, en conséquence, pour les patients, ça entraîne un manque de conscience de la MRC. Déjà, dans une maladie qui est peu symptomatique pour les patients, ça entraîne des freins à l'autogestion de la maladie. Et puis, un manque de moyens, manque de temps pour eux de gérer la maladie. Et puis, et on a identifié dans ces articles de gestion des besoins exprimés par les professionnels, des besoins d'outils, d'autogestion, pour la coordination et puis de personnel qui sont qualifiés pour aider au quotidien les professionnels de soins primaires. Pour les initiatives d'optimisation, parce qu'il y a des articles qui sont concentrés à qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le parcours de soins. La première, c'est l'éducation thérapeutique pour l'autogestion. La deuxième, c'était favoriser la pluriprofessionnalité pour la gestion et le parcours patient. Et on a mis en évidence notamment l'apport des pharmaciens et des infirmiers en pratique avancée. Et puis les outils d'aide pour les professionnels en soins primaires, et enfin des campagnes de dépistage pour essayer d'identifier au mieux les patients qui sont maladies rénales chroniques. En résumé, si on devait résumer l'ensemble, c'est des interventions multimodales qui fonctionnent bien pour améliorer le parcours patient, qui allient à la fois un soutien humain et matériel pour les professionnels et pour les patients pour améliorer le parcours de soins. Alors les points faibles de notre étude, c'est qu'il y a quelques manuscrits qui n'étaient pas complètement disponibles. On a également des fois eu des difficultés à faire la dissociation entre les articles qui traitaient de la gestion du patient et celui qui traitait du parcours du patient. Et puis on a eu des articles qui étaient très intéressants, mais qui aussi incluaient des DFG qui étaient plus aggravés, plus importants, avec des stades donc de maladie rénale chronique qui étaient plus graves, donc on ne pouvait pas les inclure. Puis le point fort, c'est qu'on avait une rigueur d'évaluation avec un double évaluation, des résultats qui sont probants et exhaustifs, et puis on a pu mettre en évidence l'état de la gestion et d'initiatives d'optimisation du parcours patient. En conclusion, on a des recommandations qui ne sont non appliquées ou en tout cas pas applicables en l'état aujourd'hui, ce qui entraîne une gestion suboptimale des patients qui sont atteints de maladies rénales chroniques. On a l'existence de multiples initiatives qu'il faut encourager pour améliorer ce parcours patient, et c'est important aussi de penser à une évaluation a posteriori de ces initiatives. Et puis on a pu montrer également que l'albuminurie est aussi importante que le dosage du DFG. Et là-dessus, il y aura une étude qualitative qui vous sera présentée tout à l'heure à 11h dans la même salle, si vous voulez en savoir plus. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Place aux questions. Toujours 10 minutes à peu près. Bonjour, merci pour votre présentation. Je suis médecin généraliste à Poitiers. Je me permettais une question par rapport aux études que vous avez retrouvées. Est-ce qu'il y avait des cofacteurs d'aggravation de la maladie rénale, notamment un diabète ou quelque chose qui était repéré déjà à ce stade-là, ou finalement ça n'a pas été étudié? Alors effectivement, dans les études qu'on a inclus, il y avait beaucoup d'études qui s'intéressaient aux facteurs de risque, ou en tout cas qui s'intéressaient au parcours patient des patients qui avaient des facteurs de risque de la maladie rénale chronique, notamment l'hypertension artérielle ou le diabète, vous l'avez évoqué. Effectivement, c'était inclus dedans, et il y a probablement tout un intérêt aussi à se focaliser dans le parcours patient sur ces patients qui ont ces facteurs de risque pour la maladie rénale chronique. Je ne me suis pas présentée avant. David Marietta de Strasbourg. Est-ce que dans les études que vous avez pu étudier, les médecins généralistes avaient... en fait, est-ce ils devaient surveiller la microalbuminurie une fois par an? Comme en France, il y a des recommandations. Et encore un petit mot, étant médecin généraliste, je trouve que le ROSP, même si on n'est pas tout à fait d'accord, en nous disant qu'on a des points supplémentaires pour surveiller, je pense que ça nous incite aussi à surveiller mieux. Et dans mon cas, ça m'a beaucoup aidé, vraiment, en fait. Donc, je fais beaucoup plus attention pour les patients, en fait, voilà.
Est-ce qu'il y avait pareil dans les autres pays? Oui, complètement. Et ce qu'on voyait, c'est que la microalbuminurie qu'on peut effectivement doser n'était pas suffisamment dosée ou pas suffisamment souvent dosée. Donc c'est un des facteurs problématiques justement du parcours de soins. Et puis sur le ROSP, ce qu'on voyait, c'est qu'effectivement, quand on intègre des facteurs d'incitation au parcours patient et au dépistage finalement de la maladie rénale chronique, bah forcément on voyait dans les études qui cherchaient cela, on voyait que justement ça a amélioré derrière le dépistage et l'identification des patients maladie rénale chronique. Donc du coup derrière on pouvait mieux les suivre et faire un meilleur parcours du coup pour eux. Bonjour, Thomas Villila, Paris-Est. J'avais une question, c'était à propos des scores pour calculer le DFG, parce que vous n'en avez pas parlé dans votre présentation. Quand on sait qu'il y a plusieurs scores qui existent et par exemple il y a le Cocroft qui se base sur le poids qui est plus trop recommandé, il y a le MDRD, il y a le CDK-EPI qui aussi finalement sont pas très adaptés à la personne âgée. Est-ce que vous avez des données là-dessus ? Par exemple sur leur utilisation et s'il y a des recommandations sur lesquelles utiliser pour quelles personnes. Oui, je veux bien. J'utilise mon joker. Tu m'aideras. Hein. Donc Agnès, qui fait partie de l'équipe qui a travaillé là-dessus, en fait, on a exclu tout ce qui était juste screening biologique. On ne travaillait pas sur est-ce qu'il faut faire plutôt un CKD EPI qu'un Cocroft. C'est sûr qu'on a vu l'âge des études, il n'y avait pas d'études qui incluaient le Cocroft. C'était que avec des CKD EPI et des MDRD. Mais de toute façon, pour la personne âgée, on sait que c'est pas adapté, mais il n'y a pas autre chose qui est fabriqué. Enfin, la cystatine, ils en parlent dans certaines études, mais c'était pas notre sujet. On voulait vraiment comprendre comment ils gèrent et comment ils adressent ou non en néphro. Donc, nos études, dans les critères d'inclusion, c'était soit MDRD, soit CKD EPI. Ce que je peux rajouter, c'est qu'on a, il y a aussi de nouvelles recommandations internationales qui sont sorties. Les KDIGO, j'en avais parlé de 2012. Maintenant, il y en a 2024 aussi qui les ont intégrés, qui eux recommandent du coup le CKD-EPI, qui rajoute la cystatine qu'on parlait juste avant. Voilà. Pas d'autres questions? Eh bien, merci. Merci à vous.